Bien, maintenant nous allons accueillir Madame Audrey Roncalli. Donc, Madame Roncalli, vous êtes enseignante spécialisée et vous avez débuté votre carrière en CLIS en 2003 pour poursuivre en Ulysse École. Cette Ulysse vous accueille des enfants porteurs des troubles d'origine diverses, y compris des troubles 10 multiples et de l'attention, des troubles de l'attention avec et sans hyperactivité. Vous êtes également maman d'un lycéen en terminale qui est porteur lui-même de nombreux troubles 10 et TDAH. Nous allons donc vous laisser la parole pour 20 minutes pour nous présenter les dispositifs accompagnant les troubles et situations de handicap. Merci beaucoup Maggie Jouglin. Bonjour à toutes et tous. Alors je vais moi aussi passer par le partage d'écran en espérant que ça fonctionne du premier coup. Donc je valide et je vais donc vous partager. Voilà. Donc normalement, je pense que là vous voyez le partage d'écran. C'est bon, merci. Donc, merci. Donc, nous allons on va essayer de présenter un petit peu les différents plans qui existent au niveau national. Alors, on entend souvent ces sigles PAP, PPS, PPRE, PAI, pardon. Et on peut se demander un petit peu quel plan correspond à quel enfant, à quel besoin et à quelle difficulté. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter les différents plans d'accompagnement qui existent, les différents documents. Et puis, dans un second temps, on essayera de voir un petit peu des cas, des situations plutôt concrètes d'enfants et les accompagnements qui leur ont été proposés. Alors, bien sûr, les situations sont anonymées, elles sont basées sur des faits réels, mais ce ne sont pas les vrais noms des enfants, évidemment. Alors, ce document, vous pouvez le retrouver sur le site EduScol, hein, j'ai mis le lien juste à côté. C'est une vignette qui présente les différents plans principaux, le PAI, le PPS, le PPRE et le PAP. Et nous allons y revenir de façon plus précise un par un. Alors, le PAI, tout d'abord, le PAI, ça veut dire projet d'accueil individualisé. Le projet d'accueil individualisé concerne les enfants qui sont atteints de maladies chroniques, d'allergies, d'intolérance alimentaire, de diabète, d'épilepsie ou d'asthme, par exemple. Chaque enfant peut alors bénéficier d'un traitement, d'un régime alimentaire en sécurité ou alors même d'un traitement d'urgence au sein de l'école ou même sur le temps périscolaire. Le PAI, c'est un document écrit. Il précise sur les temps scolaires et périscolaires les traitements médicaux, les régimes alimentaires spécifiques, les aménagements de scolarité, par exemple un contrôle de glycémie pour un enfant diabétique. Et il va préciser comment les enseignants vont assurer le suivi de la scolarité si jamais l'enfant devait être maintenu à domicile ou s'il y avait une hospitalisation. Ce PAI donc peut comporter un protocole d'urgence. La demande se fait par la famille ou bien par le directeur d'école ou le chef d'établissement, mais toujours en accord avec les familles et toujours à partir des besoins thérapeutiques qui sont précisés dans l'ordonnance du médecin traitant de l'enfant ou du médecin spécialiste. L'ordonnance est bien évidemment souple et cachetée, adressée aux médecins scolaires. Évidemment, on l'a dit, le manque de médecins scolaires est un vrai problème dans la mise en place de ces PAI. L'ordonnance, évidemment, comportera le nom de l'enfant, les médicaments, les doses, les horaires, les aménagements, les régimes, etc. Au niveau de l'école, il va y avoir une réunion qui va rassembler toutes les personnes qui vont être amenées à intervenir auprès de l'enfant dans le cadre du PAI et tout le monde le signe, même les représentants de la collectivité territoriale si le PAI intervient aussi sur le plan périscolaire. Par exemple, la prise d'un médicament tous les jours à l'école le midi. Le PAI ne sera pas mis en place pour un traitement d'une semaine. Attention, c'est sur quelque chose de durable. Évidemment, ce PAI précise le rôle de tout le monde. Et attention, il ne se substitue pas à des gestes médicaux très techniques qui pourraient être faits par un infirmier. Attention, hein. Ça va être simplement des gestes simples ou des gestes d'urgence, mais simples, évidemment.
Donc voilà, pour le PAI, on est vraiment sur quelque chose de médical et durable qui suivra l'enfant tout au long de sa scolarité. Je vais passer au PPRE. Le PPRE, lui, qui veut dire programme de réussite, programme personnalisé de réussite éducative. Alors, le PPRE, lui, concerne une difficulté précise. Il va être court dans le temps et il va être vraiment interne à l'école. On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour mettre en place un PPRE. C'est également un document écrit qui va focaliser, coordonner les actions qui vont être mises en place pour répondre aux difficultés d'un enfant. La différenciation en classe, les aides spécialisées, si le AZ peut intervenir dans l'école, les aides complémentaires. C'est l'équipe pédagogique qui le met en place. Principalement, c'est l'enseignant dans sa classe qui va le mettre en œuvre. Il va préciser des ressources, des types d'actions, des échéances, des modalités d'évaluation. Il est toujours discuté avec les parents et présenté à l'élève, bien évidemment. Il va s'agir en fait d'un accompagnement personnalisé de l'élève pour qu'il surmonte des difficultés rencontrées et qu'il progresse. Il peut même concerner des enfants intellectuellement précoces qui auraient à un moment donné une difficulté scolaire. Je vais prendre un exemple, l'apprentissage de la division posée, qui va poser un souci à un enfant sur quelques semaines. Voilà, ça peut être en mathématiques, en français, et ça peut aussi être une compétence qui va être travaillée sur différentes matières, par exemple au collège, par différents professeurs. Donc voilà, le pré-PRE local et peu durable, enfin, d'une durée courte dans le temps. On va maintenant s'intéresser au PAP, le plan d'accompagnement personnalisé. Alors le PAP va concerner évidemment tous les élèves, tous les enfants qui ont des difficultés scolaires durables et qui sont des difficultés en raison d'un trouble des apprentissages. Donc là, on touche au cœur de ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Attention, il va permettre d'avoir des aménagements, des adaptations de nature pédagogique et pédagogique uniquement, j'insiste. Le PAP, c'est un document national, une grille nationale, j'ai mis le lien. Vous pouvez le retrouver en ligne. Il est le même pour tout le monde, dans toutes les écoles, privées ou publiques d'ailleurs. Et il va définir des aménagements, des adaptations pédagogiques pour les enfants, de la maternelle jusqu'au lycée. Il va être révisé tous les ans pour faire le bilan des aménagements et les faire évoluer. Le but, c'est vraiment d'éviter une rupture des aménagements et des adaptations tout au long des cycles de scolarité de l'enfant. Alors, comment on le met en œuvre ? Eh bien, il peut être proposé par le conseil des maîtres, par le conseil de classe, par le directeur, le chef d'établissement qui recueille l'accord de la famille. Et évidemment, il peut être demandé à l'initiative de la famille. C'est le médecin scolaire qui, au vu des bilans médicaux, paramédicaux, va rendre un avis sur la mise en place du PAP et va le valider quelque part. Alors évidemment, l'absence de médecin scolaire, c'est une grande problématique car de nombreux enfants se retrouvent sans PAP signé. Alors là, je ne saurais que trop conseiller aux parents de faire remonter auprès des inspections académiques le besoin d'un PAP signé, de se rapprocher des APDIS locales pour se faire aider, pour faire remonter les besoins d'un PAP signé. Le danger d'un PAP qui n'est pas mis en œuvre tôt dans la scolarité, c'est de se retrouver avec des demandes d'aménagement aux examens qui ne seront pas accordées. Et c'est là où j'insiste aussi pour qu'il y ait des PAP qui soient mis en place très tôt dans la scolarité primaire, qu'on ait vraiment une antériorité des aménagements et des adaptations de façon à ce que ce soit plus simple dans la continuité et pour les demandes d'aménagement aux examens plus tard. Donc le PAP, il est élaboré par l'équipe pédagogique et l'équipe pédagogique n'invente pas les aménagements, évidemment. Elle associe les parents et elle associe les professionnels des suivis, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes, et j'en oublie certainement, qui vont tous pouvoir donner des regards précis sur les besoins des aménagements pour un enfant pour l'aider tout au long de sa scolarité. Évidemment, voilà, je reviens dessus, le PAP ne peut pas se substituer aux décisions qui relèvent de la MDPH ou de la MDA, c'est la même chose, comme par exemple une orientation en ULIS ou un matériel pédagogique attribué par l'inspection académique ou une AESH, une accompagnante des élèves en situation de handicap. Le PAP ne déroge pas au droit commun et ce n'est pas l'enseignant référent qui assure le suivi du PAP.
Je précise quand même que le PAP peut prévoir, voilà un exemple de PAP en élémentaire, quelques lignes seulement que j'ai extraites. Le PAP peut prévoir l'utilisation d'un ordinateur de l'établissement ou d'un ordinateur personnel du jeune. Et d'ailleurs, on le voit ici, permettre l'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation d'une clé USB par exemple. Donc, vous pouvez les retrouver sur Internet, les modèles de PAP. Je vais passer, pour essayer de respecter le temps, je vais un peu vite, j'espère que ça va pour tout le monde. Je vais passer au PPS. Alors, le PPS, lui, s'adresse aux enfants dont la situation répond à la définition du handicap telle qu'on va la trouver dans l'article 2 de la loi de 2005, c'est-à-dire que c'est un enfant pour lequel la MDPH, la MDA, s'est prononcée sur la situation de handicap. Ça veut dire qu'on est déjà passé par une reconnaissance MDPH pour obtenir un PPS. L'objectif du PPS, c'est d'avoir un document écrit, alors il est national, le PPS, normalement, qui va organiser le déroulement de la scolarité de l'enfant, qui va assurer toute la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides nécessaires. En gros, c'est une feuille de route. C'est la feuille de route du parcours de scolarisation d'un enfant. Il va déterminer toutes les modalités de déroulement de la scolarité, les actions pédagogiques, éducatives, sociales, médicales, paramédicales, tout ce qui va répondre aux besoins d'un enfant. C'est un outil de suivi et il va faire l'objet d'un suivi annuel ultérieurement en ESS. Il est révisable à chaque changement de cycle au moins. Alors, comment ça se passe pour obtenir un PPS quand on est un parent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on peut demander, ça peut être à l'initiative de l'école, mais on peut aussi demander à l'école de mettre en œuvre ce qu'on appelle une équipe éducative. Alors, l'équipe éducative n'est pas réservée à la mise en œuvre d'une première demande à la MDPH. Attention, l'équipe éducative, c'est une réunion à l'école qui va rassembler tous les partenaires qui gravitent autour de la situation d'un enfant. Dans le cadre d'une demande MDPH, c'est la première étape. Les parents et l'enfant, s'il est grand, sont invités à la réunion d'équipe éducative qui est pilotée par le directeur ou la directrice de l'école ou le chef d'établissement dans le secondaire. Et on va essayer d'avoir autour de la table tous les professionnels qui suivent l'enfant, le RASED s'il peut, le psychologue scolaire, le médecin scolaire si on a de la chance d'en avoir un. Chacun va pouvoir donner son avis, un bilan, qui va venir alimenter le dossier MDPH de la famille. L'école va fournir le GEVASCO première demande, le guide d'évaluation scolaire qui va permettre d'alimenter en fait le dossier MDPH et que les commissions de la MDPH, alors je ne rentre pas dans les détails des commissions, elles vont étudier le dossier pour élaborer le PPS et déterminer si besoin une orientation, notamment en CESAD, en ULIS. Voilà, toutes les structures spécialisées. Qu'est-ce que va permettre le PPS? Eh bien, il va préciser les aménagements, les adaptations pédagogiques, la présence d'une AESH, tout ce qui gravite autour de la scolarité de l'enfant, les orientations, le matériel pédagogique adapté, comme par exemple un ordinateur prêté par l'inspection académique, et les aides humaines, les AESH, individuelles ou mutualisées. Une fois que l'enfant a cette reconnaissance de la MDPH ou de la MDA et son PPS en main, eh bien, tous les ans, il y aura cette fois une nouvelle réunion qui s'appelle l'équipe de suivi de la scolarisation. Et c'est là qu'entre dans l'équation un nouvel interlocuteur qui s'appelle l'enseignant référent. L'enseignant référent, c'est le pilote de l'ESS et c'est lui qui va faire le lien entre l'école et la MDPH, entre la famille et la MDPH, qui va aider les familles à monter le dossier MDPH. Alors, petite parenthèse, il existe des endroits où on a des enseignants référents extraordinaires qui aident les familles à monter des dossiers MDPH avant la reconnaissance de PPS, avant la mise en œuvre du PPS. Mais ce n'est pas partout parce que tout le monde ne le peut pas non plus. Voilà. Normalement, l'enseignant référent n'intervient pas pour le GEVASCO première demande. Là, une fois qu'on est au niveau d'un enfant qui est déjà reconnu, le rôle de l'enseignant référent, ça va être aussi de piloter la mise en œuvre du PPS. Alors, un nouveau sigle peut-être pour certains. Le GEVASCO, cette fois, s'appelle le GEVASCO réexamen. Et on va pouvoir venir préciser les aménagements
dans un nouveau document, un nouveau sigle qui s'appelle le MOPS, document de mise en œuvre de PPS. Alors, ce n'est pas encore tout à fait utilisé partout, ce MOPS, et pourtant, c'est un document national aussi qu'on peut trouver sur Internet, qui existe aussi pour tous les niveaux de scolarité. Voilà quelques exemples de MOPS, et on voit qu'on reprend, par exemple, la quotité d'heures de la ESH, c'est encore noté AVS, l'utilisation de l'ordinateur. Et puis, on va pouvoir cocher les aménagements. Alors, je ne saurais que trop vous conseiller de faire noter, par exemple, pour les enfants qui sont sur ordinateur, noter les aménagements, les logiciels, penser aux aménagements d'examen. Alors, noter bien précisément dans le PAP, dans le PPS, noter tout ce qui est mis en œuvre au niveau des aménagements. Voilà, pour terminer sur les plans. Quelques situations. Alors, pour terminer quand même, je rappelle, le PAI, situation médicale. Le PPS, situation d'enfant reconnu par la MDPH. Le PAP, trouble des apprentissages, aménagement pédagogique, pas de reconnaissance MDPH. Le PPRE, dispositif court dans le temps et localisé au sein de la classe avec des aménagements type RASET, par exemple, autour. Quelques exemples de situations pour vous aider un petit peu plus à vous repérer, j'espère, dans tous ces sigles. On va prendre des exemples. Alors voilà, un petit garçon, on va l'appeler Félix, il est au CP, il est allergique à l'arachide, il ne peut pas manger de cacahuètes et ses parents s'inquiètent car il va déjeuner à la cantine. À votre avis, alors si on était en conférence, je vous demanderais de lever la main, par exemple, à votre avis, quel est le plan d'accompagnement qui va être le plus près des besoins de Félix? Eh bien, ce sera un PAI, évidemment, avec une prescription médicale, un régime alimentaire pour la cantine, et puis une prescription médicale avec tout un protocole d'urgence au cas où, malheureusement, Félix faisait une réaction allergique à l'école. Le PAI suivra Félix tout au long de sa scolarité. Il sera important que les enseignants, les personnes qui connaissent Félix, connaissent bien tout le protocole d'urgence en cas de problème. Voilà, deuxième situation, on va s'intéresser à une jeune fille qu'on va appeler Émilie, qui est en CE2. On va l'imaginer avec plusieurs diagnostics, peut-être une dyslexie comme 10 premiers, et puis des comorbidités de dysorthographie, de dyscalculie, et puis évidemment un trouble de l'attention qui serait consécutif. Elle a besoin d'accompagnement, elle a la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs suivis, d'orthophonie, de psychomotricité, de psychologie, des choses qui d'ailleurs ne sont pas prises en charge pour sa famille. À votre avis, qu'est-ce qui va permettre à Émilie de progresser et de montrer ses compétences dans sa scolarité? Eh bien, on pourrait dire qu'un PAP, dans un premier temps, pourrait permettre à Émilie de montrer ses compétences avec des aménagements, mais on peut imaginer qu'Émilie aurait besoin d'une AESH. Et dans ce cas-là, il faudra passer par une demande de MDPH, MDA, avec un GEVASCO première demande, un dossier MDPH, la mise en place d'une AESH, donc bien précisé dans le PPS, et tous les ans, un document de mise en œuvre de PPS complété sur la base des préconisations des professionnels pour lister tous les aménagements qui vont permettre à Émilie d'exprimer son potentiel. Voilà pour Émilie. J'avance, j'en ai encore quelques-uns, des situations d'enfants qui pourraient être des situations qui vous fassent penser à vos enfants, peut-être, si vous êtes parents, ou à vos élèves, si vous êtes enseignant. On va imaginer Paul, qui a des difficultés en lecture depuis le CP. Paul, il adore l'école, il est en CE1, mais il lit très lentement, il inverse des sons, il oublie des mots, c'est difficile pour lui. Il fait beaucoup d'efforts, mais la lecture ne se met pas en place et l'écriture, c'est difficile. On peut imaginer que la maîtresse a peut-être commencé par un PPRE, mais devant des difficultés durables, a encouragé la famille de Paul à aller voir une orthophoniste qui décrit une dyslexie. Qu'est-ce qu'on met en place pour Paul dans la classe pour l'aider à progresser? Eh bien là, Paul va pouvoir bénéficier d'un PAP. On espère que Paul a un médecin scolaire dans son secteur qui va signer son PAP. La maîtresse donc peut proposer par exemple
de travailler spécifiquement avec Paul en tête-à-tête ou avec un petit groupe s'il y a d'autres élèves qui sont en difficulté, spécifiquement sur la combinatoire, pendant que les autres enfants vont copier la poésie. Et alors, elle fournira une poésie photocopiée à Paul. Et puis, on peut imaginer que la maîtresse aura un échange au téléphone avec l'orthophoniste qui va lui préciser des aménagements plus précis, plus spécifiques pour Paul. Par exemple, lui fournir les textes de lecture et la poésie en police, Arial, 18, interlinéa 5, une ligne surlignée sur 2. Et tous les ans, on mettra en place une équipe éducative, non pas forcément pour demander un PPS, mais peut-être juste pour faire le point, faire le bilan des adaptations et voir ce qui est utile de conserver ou d'enlever pour l'année suivante. Bien évidemment, les enseignants qui sont là me disent mais ça va être difficile, tous les aménagements, moi j'ai pas forcément le temps de tous les faire. Je profite juste, une petite parenthèse, il existe un outil qui s'appelle Studis, STUDYS, qu'on peut trouver sur Internet en version adaptateur pour les enseignants, pour pouvoir aménager leurs documents pour les enfants dans le cadre des PAP. Il est gratuit, Studis. J'en ai encore 2, j'espère que je vais avoir le temps. On va imaginer Zoé qui est en 5e, elle a des difficultés pour enchaîner les idées. Ses professeurs tentent de lui proposer des choses différentes, puis se rendent compte que Zoé a du mal à comprendre comment les phrases s'enchaînent, la logique de l'enchaînement des phrases. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour Zoé ? Eh bien là, ce sera le PPRE. C'est une difficulté spécifique, précise, qu'on peut imaginer régler avec des aménagements dans un temps court. On va imaginer 3 semaines. Le prof de maths pourra proposer du travail spécifique en rédaction de consignes. Le prof de PS lui fera formuler à l'oral les tâches successives. On va imaginer que tous les professeurs, comme ça, petit à petit, vont l'aider à créer une fiche méthodologique qu'elle pourra utiliser dans d'autres disciplines. Si à l'issue des 3 semaines, Zoé a progressé, eh bien, on pourra envisager l'arrêt du PPRE. Je tiens juste à terminer sur Maxime et après j'ai fini. Alors, je vais aller un petit peu vite. Maxime a plusieurs troubles 10, un TDAH. Il a besoin d'un ordinateur et du temps supplémentaire, un tiers-temps dans les évaluations. Il a plusieurs suivis. Pour Maxime, un PAP semble ne pas suffire et il aurait besoin d'un PPS et d'un matériel pédagogique adapté ici à un ordinateur. J'entends derrière mon écran, je vous entends les familles qui me disent « Ah mais moi j'ai eu un refus à la MDPH pour ce genre de demande ». Rapprochez-vous des AP10 locales pour monter vos dossiers et avoir un petit peu des dossiers peut-être plus complets, faire des recours pour réussir à obtenir un matériel pédagogique et un PPS pour accompagner vos enfants comme Maxime qui ont besoin d'un ordinateur et d'aménagements plus spécifiques. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vraiment que cette présentation vous aura aidé à vous y retrouver un petit peu plus dans les différents plans qui existent dans l'éducation nationale et voilà, dans les écoles. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Roncalli, pour cette présentation très, très claire. Encore une fois, si vous souhaitez poser des questions, Madame Roncalli, n'hésitez pas. Vous avez un lien pour poser ces questions et je reviendrai vers vous autant que peut se faire en fin de